Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer ce cours numéro 3, consacré cette année aux mécanismes cérébraux de l'accès à la conscience. Et nous allons parler aujourd'hui d'un concept particulier qui a joué un rôle important et qui continue de jouer un rôle important, c'est celui d'ignition, une signature cérébrale de l'accès à la conscience. Alors j'en avais parlé un petit peu dans le premier cours, lorsque j'ai mis en place les grandes bases théoriques de ce qu'on pense être l'accès à la conscience, et vous aviez en particulier ce schéma qui distingue le traitement subliminal du traitement conscient. Vous voyez que l'idée clé, c'est qu'un traitement subliminal peut aller assez loin dans le cerveau, il peut y avoir toute une chaîne de traitements qui va éventuellement jusqu'à guider ou biaiser certaines actions motrices, en tout cas certainement pour un stimulus visuel pénétrer dans les aires visuelles occipito-temporales ventrales, mais que, selon notre hypothèse de l'espace de travail neuronal global, l'accès à la conscience correspond à l'accès à un niveau supérieur de traitement, à un espace neuronal supplémentaire, impliquant en particulier le cortex préfrontal, mais pas seulement, singulaire, cortex pariétal, région de haut niveau, qui vont partager l'information et qui vont renvoyer l'information, réamplifier l'information et la diffuser à l'ensemble des processeurs du cerveau. Donc cette idée très simple fait des prédictions la première prédiction, c'est que l'accès à la conscience correspond à une divergence rapide, une transition de phase dans laquelle il y a un allumage soudain, ce qu'on appelle l'ignition, d'un sous-ensemble de neurones de l'espace de travail qui sont distribués donc dans ces régions frontales et associatives et qui vont renvoyer les signaux en direction des autres processeurs. Ça veut dire qu'il va y avoir une durée d'activation, ce qu'on appelle une activité métastable, c'est-à-dire un intervalle de temps de l'ordre d'au moins 100 millisecondes, 200, peut-être plus, en fonction de la tâche, qui mobilise et qui synchronise ces processeurs distants. Et on avait vu des simulations élémentaires qu'on avait faites déjà en 2001 avec Jean-Pierre Changeux, Claire Sergent, qui montraient que c'est vraiment un système thalamo-cortical. Ce n'est pas uniquement un système cortical, il y a des colonnes thalamo-corticales qui font réverbérer l'information. Alors, il faut évidemment prendre ce schéma avec un grain de sel, c'est juste une illustration, et il ne faudrait surtout pas que vous croyiez que l'état conscient correspond à une espèce d'état épileptique où tous ces neurones sont activés simultanément. Non, un sous-ensemble de neurones est activé, un petit sous-ensemble probablement, donc une activité assez éparse, les autres neurones étant éteints, et la topologie de cette activation, quels neurones sont activés et quels neurones sont éteints, définit le contenu conscient. Donc différents contenus conscients vont correspondre à différents ensembles de neurones activés. On va avoir une sorte de vecteur neuronal, j'en ai parlé dans certains cours précédents, qui contient le code, l'information sur le contenu conscient. Et si on a raison, tout ce dont nous sommes conscients correspond à un état d'activité de cet espace de travail neuronal global. Qu'il s'agisse d'une activation visuelle, comme ici, ou, comme on l'a vu la semaine dernière, d'une activation beaucoup plus cognitive qui dit « je suis en train de faire une erreur », par exemple. Vous voyez ? Il s'agit de rendre compte, c'est un programme très ambitieux, de l'ensemble des contenus de conscience que nous pouvons avoir. Peut-être le contenu de conscience de mon discours actuellement, qui part par le langage parlé, peut-être aussi la conscience de vous-même, la conscience de faire une erreur, la conscience d'avoir vu un visage, etc. Donc, tout ceci correspondrait à une ignition, un allumage de cet espace de travail. Voilà. Alors cet allumage peut être bref, si on prend juste conscience d'une information, il peut être prolongé, et j'en parlerai dans les cours suivants, il peut être prolongé sous forme d'une activation de ce qu'on appelle la mémoire de travail, si la tâche requiert un traitement conscient élaboré, par exemple un calcul arithmétique à partir d'un chiffre qu'on aurait vu, bon, le chiffre va rester activé pendant, à ce moment-là, des centaines de millisecondes. Mais le minimum, c'est un allumage de l'ordre d'une centaine ou 200 millisecondes. Alors, j'ai emprunté cette diapositive à Claire Sergent, que je remercie, je citerai beaucoup dans ce cours et dans les cours suivants, et qui résume les débats théoriques. Il ne faudrait pas que vous pensiez que ce modèle de l'espace de travail neuronal global est complètement accepté, même si je pense qu'il y a beaucoup de données en sa faveur, mais il y a encore beaucoup de débats sur quel est le bon modèle de l'accès à la conscience, et voilà donc Claire Sergent qui résume ainsi en une diapositive un certain nombre de débats théoriques. On a clairement l'idée d'une propagation, si vous voyez
voyez le visage de Claire Sergent, vous allez avoir une propagation d'activité depuis les aires visuelles jusqu'à les aires occipitotemporales, par exemple, qui reconnaissent les visages, puis une réverbération avec des boucles récurrentes qui nettoient et qui calculent une interprétation de ce signal, ensuite une amplification descendante et une activité soutenue. Et le débat, c'est est-ce que ce sont ces boucles locales qui suffisent à prendre conscience d'un stimulus, ou bien est-ce que c'est l'activité de haut niveau, après 200, 300 millisecondes, l'activité métastable, qui correspond à la prise de conscience du stimulus. C'est là un des grands débats dans le domaine des théories de la conscience. Et clairement, le modèle de l'espace de travail se situe de ce côté-ci. Il suggère que toutes ces étapes initiales ne sont pas conscientes et que c'est seulement lorsque le stimulus obtient un accès à cet espace neuronal qu'il va pouvoir devenir conscient. Alors, je vais vous résumer un certain nombre d'expériences qui soutiennent et montrent ce concept d'ignition, d'abord chez l'homme, ensuite chez l'animal. On va voir que c'est un concept qui fonctionne, qui a une réalité biologique. Alors d'abord, cet article assez ancien déjà, de presque 20 ans, avec Antoine Delcu, avait mis en place les bases du suivi de l'activation en réponse à un stimulus qui peut être conscient ou non conscient. Ici, vous voyez, on flash un chiffre pendant 17 millisecondes. Il y a un intervalle de temps variable qu'on appelle SOA, c'est Stimulus Onset Asynchrony en anglais, l'asynchronie de l'onset, du démarrage donc, de ce stimulus par rapport à un masque qui survient et qui vient effacer la perception consciente de ce chiffre. Si vous êtes un sujet, vous voyez le chiffre uniquement lorsque le délai ici excède 50 millisecondes. En dessous de 50 millisecondes, vous voyez juste un blanc, qui est le blanc qui est au milieu des lettres ici. Vous ne voyez pas le chiffre, il est subliminal. Alors, dans cette expérience, on demandait au sujet de dire une tâche objective, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que 5, et une tâche subjective, est-ce que vous l'avez vu ou pas. Et donc, on fait varier le délai, et on voit cette courbe tout à fait caractéristique de seuil. Il y a un seuil de conscience aux alentours de 50 millisecondes. C'est pour ça qu'on parle de subliminal, en dessous du seuil étymologiquement, et supraliminal, les stimuli conscients, au-dessus du seuil. Vous voyez qu'il y a donc un seuil approximatif. Ici, c'est le pourcentage de rapport « j'ai vu le chiffre », et ce pourcentage augmente brutalement aux alentours de 50 millisecondes. Donc la question, c'est quelles sont les bases neurales de ce seuil? Qu'est-ce qui change dans l'activité neuronale? Et les prédictions du modèle sont très claires. Je remets ici cette diapositive un peu simple, là. Vous voyez que l'idée, c'est que l'entrée du stimulus est exactement la même. C'est le même stimulus. Pendant 17 millisecondes, c'est le même stimulus. Ensuite, il va y avoir accumulation d'évidence dans les aires visuelles et donc une vague entrante plus ou moins forte suivant le moment où survient le masque. Et puis ensuite, le masque va tuer cette activation si ce n'est pas vu et va au contraire laisser cette activation embraser, ignition, dans le cortex frontal, et donc là vous allez avoir des courbes presque tout ou rien. Cette activité tardive dans le cortex frontal ici devrait, d'après notre modèle, refléter la perception consciente ou non consciente. Pas d'activation ou une activité très transiente lorsque le sujet dit « je n'ai pas vu le stimulus », une très forte activation lorsque le sujet dit « j'ai vu le stimulus ». C'est ça l'ignition, l'embrasement conscient. Alors, effectivement, dans cet article de PLOS Biology en 2007, c'est exactement ce qu'on avait vu. Et vraiment, la chaîne de traitement pouvait être mesurée avec les potentiels évoqués ici, donc milliseconde par milliseconde, le voltage à la surface de la tête, qui est représenté schématiquement ici, avec l'avant de la tête qui serait ici, l'arrière, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. C'est les potentiels évoqués au niveau de la surface du cortex. Et vous voyez que si on mesure les potentiels évoqués précoces, ben, ils sont très forts, quel que soit le délai de présentation du stimulus. Il peut avoir un gros potentiel évoqué, même à 33 millisecondes ici, où le sujet, la plupart du temps, dit « je n'ai pas vu le stimulus ». Donc ces étapes de traitement précoce surviennent sans conscience. Elles peuvent exister avec une force importante, même quand le sujet, à la fin, dit « j'ai rien vu ». Et on commençait à voir que les étapes plus tardives commencent à présenter cette fonction de seuil. Je vous remets ici la fonction de seuil, la fraction de chiffres vus, et nous avions fait l'argument que c'est cette onde P3, P3B, cette positivité tardive que vous voyez ici au centre du scalp, sur l'électrode CZ en particulier, qui présentait un profil similaire à ce qui était prédit et à ce que les sujets rapportent au cours de la perception consciente. Et lorsqu'on reconstruisait les sources de cette activation, vous voyez que dans le cortex visuel, on voit clairement deux vagues d'activité, et dans le cortex frontal, on voit surtout cette deuxième vague ici. La première vague est strictement monotone en fonction de la force du stimulus, qui est ici modulée par le délai entre l'apparition du chiffre et le masque.
Vous voyez une activation qui augmente de façon strictement monotone et quasiment linéaire avec la force du stimulus, et au contraire une activation tout ou rien ici. Si vous regardez par exemple l'activation, la courbe verte ici, la courbe verte correspond à 33 millisecondes. 33 millisecondes, très peu de stimuli perçus, et vous voyez que l'activation peut être très importante au départ, et dans l'alignement de cette fonction linéaire dans le cortex visuel, et elle disparaît totalement dans la seconde phase ici. Donc on a un phénomène d'embrasement tardif, tout ou rien, qui avait l'air d'être relié au cortex préfrontal. Une accumulation d'évidence donc précoce, suivie d'un embrasement conscient non linéaire tardif. Alors, depuis, on a quand même bien progressé, et en particulier avec Jean-Rémy King, on a introduit une méthode de décodage multivarié, dont je vous ai déjà parlé, qui teste cette idée d'un état métastable dans l'accès à la conscience. L'idée est très simple, lorsque vous avez des capteurs, ici ça peut être de l'EEG ou de la magnétoencéphalographie, vous pouvez prendre une tranche de temps. Vous avez toutes ces mesures au fil du temps. 0 serait le moment de présentation d'une image, par exemple. Et pour chaque tranche de temps, vous pouvez entraîner un décodeur multivarié qui prend toutes ces données, une machine, un classifieur, qui va essayer de deviner quelle est l'image, par exemple, qui a été vue par le sujet. Qu'est-ce qui a été vu par le sujet? Est-ce qu'il a vu ou pas vu? On peut décoder toutes sortes de paramètres de sa perception. Et lorsqu'on fait un décodeur de ce type, par exemple, vous voyez ici la courbe, ce sont des vraies données pour la perception d'une image. Il y avait 4 images possibles. Vous voyez que le hasard est donc 1 sur 4, donc 0,25 ici pour 4 catégories d'images possibles. Et avant le stimulus, évidemment, impossible de décoder. Après le stimulus, il y a encore un traitement pendant lequel on ne peut pas décoder l'image, mais vers 100 millisecondes, on commence à pouvoir décoder l'image à partir des enregistrements des potentiels évoqués. Et dans des cours des années précédentes, je vais montrer que Jean-Rémy King est devenu vraiment extraordinaire dans sa capacité de décoder, par exemple, les mots qu'un sujet a l'intention de dire ou qu'il est en train d'écouter. Alors, une idée supplémentaire, c'est cette matrice de généralisation dans le temps, qui est un outil extrêmement puissant. Ces décodeurs, je peux les entraîner dans n'importe quelle tranche de temps, et je vais mettre cette tranche de temps ici sur l'axe des Y, mais pour chaque décodeur, je peux ensuite le tester avec des données issues d'une autre tranche de temps. Et c'est ce que je fais ici. Donc par exemple, le décodeur qui a été entraîné, disons, à 100 millisecondes, qui commence à avoir des données ici, je peux le tester sur d'autres tranches de temps. Et alors là, j'obtiens cette matrice de généralisation à travers le temps qui était très précieuse parce qu'elle nous dit la durée des processus. Le processus qui permet de décoder vers 100 millisecondes ne dure pas longtemps, parce que vous voyez qu'il ne généralise pas bien aux données auparavant ou aux données après. Et ça crée cette diagonale où une série de processus sont extrêmement locaux dans le temps. Ils ne permettent pas de décoder loin du temps où on les a entraînés. C'est pour ça qu'ils sont sur la diagonale ici. Et nous pensons que ces étapes diagonales correspondent à une activation précoce, transiente, qui peut correspondre à cette chaîne feed-forward, comme on dit en anglais, bottom-up, de traitement de l'information non consciente. Et puis vous voyez qu'il y a autre chose. L'activité tardive ici, elle a un profil très différent. On parle de forme carrée ici, ou de diagonale épaisse. Ce que ça veut dire, c'est que si j'entraîne un décodeur, disons vers 250 millisecondes ici, eh bien vous voyez qu'il va généraliser aux données qui viennent à 400 ou même à 500 millisecondes. Autrement dit, il indexe une activation neuronale qui est durable dans le temps. Et cette forme carrée ou cette diagonale épaisse indique une activité métastable, une activité qui s'étend dans le temps, de sorte que si on entraîne le décodeur à un temps t, on peut encore décoder au temps t plus 100 ou t plus 200 millisecondes. Donc nous pensons que ce type de profil correspond à un traitement conscient. Alors ici c'est le traitement des images, vous voyez que c'est un petit peu diagonal suivi d'un carré. Parfois c'est vraiment extraordinairement caractéristique. Et nous avions fait des expériences avec Jean-Rémy King sur un paradigme qu'on appelle le local global, dont je n'aurai pas beaucoup le temps de parler dans ce cours malheureusement, mais qui est formidable pour distinguer des étapes non conscientes et des étapes conscientes de traitement de l'information. Je vous le fais écouter, j'espère que ça va fonctionner. Ah, est-ce qu'on peut avoir le son ? Bon, on n'a pas le son, je ne sais pas pourquoi. Ça marchait tout à l'heure sur mon ordinateur. C'est pas grave, je peux vous décrire le phénomène. Vous entendez des choses comme bip 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 boop, bip 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 boop, bip 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 boop. Okay. Et donc, le premier phénomène, c'est que le son différent à la fin des 4 premiers entraîne une réponse qu'on appelle locale, une réponse à la nouveauté, une mismatch négativité, en anglais une négativité en réponse au signal non prévu. Et vous voyez que cette mismatch négativité est précoce, elle crée cette
forme diagonale, il y a un décodage, une série d'étapes de traitement précoce qui en fait continuent de survenir lorsque vous ne faites pas attention, lorsque vous êtes distrait et même chez certains patients qui sont encore dans le coma. Donc il y a vraiment, ou même dans le sommeil. Donc il n'y a pas de traitement conscient ici, il y a un traitement non conscient qui détecte qu'il y a un son qui s'écarte des probabilités des sons précédents. Complètement différent, c'est ce qui se passe si maintenant je répète plusieurs fois cette petite séquence, bip 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 boop, bip bip boop, bip bip boop, et soudainement vous entendez bip 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 bip. Et là, il y a une attente consciente qui a été créée par le contexte précédent, et la séquence rare, qui est ici complètement banale, monotone, il n'y a rien de particulier, crée cette réponse à la nouveauté. Il y a une nouveauté globale, la séquence elle-même n'est pas attendue. Et vous voyez, je voulais vous montrer ça parce que la forme est complètement différente. Ici, on a une forme typique d'un processus métastable qui dure dans le temps, pendant très longtemps, qui reste donc actif même à 600 millisecondes, même au-delà, hein, et qui ne survient dans beaucoup d'expériences que si le sujet est conscient d'avoir entendu une séquence différente. Donc il indexe un traitement conscient. Donc parfois, on trouve vraiment des différences majeures entre deux types de traitements, diagonale versus carré, ou disons avec une diagonale épaisse. On voit ici hein, que ce n'est pas parfaitement carré. Hein. Le décodeur reste quand même meilleur, proche des temps où il a été entraîné. Alors je reviens à mon expérience d'accès à la conscience. Donc l'expérience d'Antoine Delcu, on a fait beaucoup de variantes avec le EEG, avec la MEG. On a beaucoup de données qui sont convergentes ici. Vous voyez ici, c'est une expérience de MEG. Vous avez toujours ce chiffre qui est flashé, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Voilà la courbe de perception. Ici, le sujet ne voit pas. Ici, il voit les chiffres, en tout cas une fraction significative des essais. Et voilà à quoi ressemble ce décodage. Ici, on décode est-ce qu'il y avait un chiffre ou est-ce qu'il n'y en avait pas. Il y a des essais où il n'y a pas de chiffre du tout. Quand vous ne les voyez pas, de toute façon, vous ne voyez pas la différence. Hein. Et vous voyez qu'il y a deux choses très différentes ici. Quand le chiffre est présenté avec un long délai, donc le masquage ne fonctionne pas et vous voyez le chiffre, vous avez un traitement diagonal suivi de cette ignition qui crée une diagonale extrêmement épaisse, ici, une forme pratiquement carrée de généralisation. Autrement dit, vous avez une période de plusieurs centaines de millisecondes où l'activité est stable, où elle reste suffisamment stable pour permettre de décoder qu'il y avait un chiffre qui était présent. Si maintenant on raccourcit le délai de masquage, vous voyez qu'on continue de décoder les étapes précoces, même si elles diminuent ici, mais on voit très bien cette diagonale précoce, et par contre la partie tardive diminue énormément. Vraiment comme cette vague que je vous présentais au départ qui meurt. Voilà. Le signal rentre, forcément c'est le même chiffre qui rentre au départ, mais la vague d'activation neuronale meurt et tardivement on ne voit plus qu'un tout petit peu d'activité qui diminue profondément. Alors, on peut tracer des tranches de temps horizontales. Chaque tranche de temps ici correspond à un décodeur. Donc, par exemple, le décodeur qui a été entraîné à 100 millisecondes, il se fiche complètement du masquage. Vous voyez, il a la même activité, quel que soit le masquage, ou pratiquement la même, sauf pour les délais les plus courts. Par contre, vous avez ici un décodeur à 200 millisecondes qui montre clairement cette activité linéaire. Et plus vous allez loin dans le temps, plus vous voyez cette chose qui est nettement plus non linéaire, où les délais les plus courts conduisent à très peu d'activité et seuls les délais longs conduisent à beaucoup d'activité. On peut aller plus loin et avoir le même stimulus exactement. Donc ici, vous avez le même chiffre, mais surtout le même délai qui est fixé exactement au seuil. Et là, le sujet rapporte « j'ai vu » ou « j'ai pas vu » à chaque essai. C'est la situation un petit peu idéale. Vous avez un stimulus physique constant, mais un état subjectif de conscience qui est différent. D'accord ? Et le sujet le rapporte. Alors, vous voyez que les essais se ressemblent beaucoup plus maintenant et toute la partie initiale est pratiquement inchangée. Il y a un tout petit peu de différence ici, vers 200 millisecondes, mais c'est vraiment vers 300, 400, 500 millisecondes, 800 millisecondes ici qu'on voit cette différence assez nette. Vous voyez la différence des matrices ici de généralisation qui nous montre qu'il y a beaucoup plus d'activité, beaucoup plus étendue dans le temps, surtout vers la droite ici, lorsque le sujet rapporte avoir vu consciemment le chiffre. Donc, on voit bien hein, cette notion d'ignition. On voit quand même aussi qu'il y a beaucoup d'activité, c'est pas négligeable quand même, qui est significative hein, pour un chiffre présent par rapport à un chiffre absent, même quand le sujet dit « je n'ai pas vu ». Donc la vague d'activation montante, elle est un peu plus prolongée qu'on ne le pensait au départ. Mais ça correspond bien à cette idée d'une transition de phase. Une transition de phase en physique, c'est pas instantané. Hein. Si on zoome sur la période de transition, c'est un phénomène physique continu qui se produit, qui ressemble à un phénomène discontinu seulement si on le regarde à une échelle plus grande. Voilà.
Donc c'est cette période d'accès à la conscience qui correspond à la divergence de deux trajectoires neuronales. Et cette idée de métastabilité comme une signature ou un corrélat de la perception consciente a été consolidée par d'autres articles, notamment ceux de Aaron Scourger, que je n'ai pas le temps de décrire aujourd'hui. Alors, Jean-Rémy est allé plus loin et a essayé de voir si on pouvait suivre les contenus de la conscience, et pas seulement la présence ou l'absence d'un chiffre sur l'écran. Et il a donc créé un stimulus beaucoup plus riche dans lequel on peut suivre différents aspects du contenu et essayer de décoder différents traits du stimulus et voir son amplification. Voilà le paradigme. Vous avez ici une grille qui est présentée, qui peut varier dans son contraste, peut être plus ou moins contrasté, plus ou moins pâle, comme vous le voyez ici, qui peut, donc ça détermine sa visibilité. Quand le stimulus est pâle, il va être très souvent invisible. C'est une autre manipulation que ce délai entre la cible et le masque qu'on manipulait auparavant. Il y a toujours un masque ici. Il y a un délai assez court de 800 millisecondes ici, et ensuite on demande au sujet de dire si l'orientation de la cible était à gauche ou à droite de l'orientation d'une deuxième grille qui apparaît à ce moment-là. Donc il doit dire si c'est penché d'un côté ou de l'autre, et puis ensuite, comme avant, rapporter la visibilité sur une échelle entre 0 et 3. Alors il y a un point intéressant, c'est que seule l'orientation de la grille de départ est pertinente pour le sujet. Et ce qu'on va voir, c'est est-ce que ce trait d'orientation est amplifié par rapport aux autres traits qui sont présents, par exemple la fréquence spatiale ou la phase de la grille. Et sinon, c'est d'un paradigme très proche de celui qu'on voyait auparavant d'Antoine Delcu ici. Alors, premier phénomène, dont je reparlerai dans 15 jours, il y a quand même une petite mémoire de travail non consciente. Donc, même lorsque le sujet dit « j'ai pas vu la cible », il est capable de faire un petit peu mieux que le hasard, 58%. Dans son jugement d'orientation, le hasard serait à 50%. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une activité neuronale non consciente qui survit un peu plus qu'on ne le pensait au départ. La fameuse vague non consciente, elle reste un petit peu dans le système. Alors, voyons comment elle reste. Alors ici, c'est un peu le chef-d'œuvre de Jean-Rémy King, parce que vous voyez, chaque graphe ici, c'est un décodeur en fonction du temps qui décode. Donc, par rapport au moment où la cible apparaît, puis par rapport au moment où la deuxième cible apparaît, on doit comparer les deux. Vous voyez qu'on peut décoder à partir de la magnétoencéphalographie, et c'est intra-sujet, hein, pour une personne donnée, plein d'aspects de ce qu'elle perçoit et de ce qu'elle répond. Si on regarde chacune de ces lignes progressivement, vous voyez que la première chose qu'on peut détecter, c'est est-ce qu'il y avait une cible ou pas, est-ce qu'il y avait une grille ou pas, absent ou présent. Quel était son contraste? Pendant un certain temps, on peut détecter quel était son contraste. Quelle était sa fréquence spatiale? Est-ce que c'était une grille dense ou espacée? Sa phase, beaucoup plus difficile à détecter. Mais l'angle, par contre, qui est la variable clé que le sujet doit garder en tête et auquel il fait attention, qu'on peut le détecter au départ et puis on peut le garder tout au long de ce délai de 800 millisecondes et on le redétecte à la fin. Et puis ensuite, vous avez ces variables qui dépendent de la variable de l'image qui est présentée à ce moment-là, à 800 millisecondes, son angle, son orientation, sa phase, la décision que va prendre le sujet. Et alors, plus intéressant, la visibilité. On peut décoder si le sujet va dire « j'ai vu » ou « j'ai pas vu ». Il le dit qu'à la fin ici. Mais vous voyez qu'on sait dès le départ, très tôt, s'il va dire « vu » ou « pas vu ». Donc on a des marqueurs neuronaux de la conscience. Alors le plus intéressant, c'est pas de regarder la présence tout court, mais de regarder comment le détecteur de présence ou d'absence de la grille est modulé par la visibilité. Et là, on voit quelque chose de très intéressant. Dans la partie précoce de la courbe, ce décodeur de présence ou d'absence est modulé par les paramètres objectifs. On retrouve cette idée que les étapes précoces sont modulées de façon linéaire par un paramètre objectif, comme ici le contraste. Auparavant, c'était le délai. Et puis, c'est seulement après 200 millisecondes que vous voyez cette modulation significative par la visibilité. Est-ce que le sujet va dire « j'ai vu » ou est-ce qu'il va dire « j'ai pas vu ». Et à partir de là, le sujet garde en tête, dans son espace de travail, sa réponse « j'ai vu » ou « j'ai pas vu ». Donc, on voit ici une dissociation qui est vraiment fondamentale entre des étapes initiales qui dépendent des paramètres objectifs du stimulus et puis une étape tardive, longue, métastable, durable, qui conserve la trace de ce que le sujet a vu subjectivement, et même lorsque le stimulus est constant. Voilà. On voit aussi la même chose donc, pour le maintien de l'angle, et là il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand le sujet va dire « j'ai vu », l'angle est maintenu tout au long du délai. Quand le sujet va dire « j'ai pas vu », vous voyez que l'angle est seulement décodé pendant un temps assez bref et ensuite on le perd. Voilà.
Seulement, il y a cette chose à expliquer qui est qu'on le récupère à la sortie ici. Alors ça, j'en parlerai à nouveau dans le cours sur la mémoire de travail. Il y a quand même une forme de maintenance non consciente, quelque part dans le système cérébral, de stimuli non conscients. Donc le lien entre conscience et mémoire de travail n'est pas complètement trivial, mais j'y reviendrai. Il existe une sorte de mémoire non consciente, durable, pendant quelques secondes, qui n'est pas la même chose que la mémoire de travail, mais qui permet quand même de retrouver en partie des stimuli non conscients, même s'ils ont disparu de l'activité cérébrale, donc c'est une activité dormante. Mais on y reviendra avec les travaux, notamment de Darinka Trubutschek. Alors donc, trajectoire neuronale pour un état conscient et pour un état non conscient. C'est le même exact stimulus ici, mais il a été vu ou il n'était pas vu. Vous voyez une trajectoire qui démarre de la même manière, mais qui s'amplifie massivement et qui dure et qui crée cette diagonale très intense là, quand c'est vu, et beaucoup moins avec cette espèce de vague qui meurt, même si elle met plus de temps qu'on ne le pensait à mourir dans le cerveau, lorsque le stimulus n'est pas vu. Donc, si on regarde maintenant, c'est la même chose que je vous montrais il y a un instant, mais sous forme de matrice ici, l'impact du contraste objectif sur le décodage des stimuli présents ou absents et l'impact de la visibilité subjective, vous voyez cette différence. Le contraste n'a un impact que précocement, sur les premières centaines de millisecondes ici. La visibilité subjective a un énorme impact et crée cette diagonale épaisse. Ce n'est pas tout à fait une forme carrée ici, puisque le temps est assez long, mais une série de processus qui tous ont une grande épaisseur qui permet de maintenir le stimulus à travers le temps. Alors, c'est ça l'ignition, c'est ça l'embrasement conscient. Alors, je vais aller assez vite avec cette diapo, c'est plus technique pour ceux que ça intéresse, mais ces données, et si vous retenez un petit peu cette différence entre les essais vus et les essais pas vus ici, ça permet quand même de tester beaucoup de modèles différents. Donc, chaque ligne ici est un modèle différent que Jean-Rémy King a testé dans son article et qui font des prédictions différentes à la fois pour le décodage sur les essais vus et pas vus, et pour la forme de cette matrice de généralisation à travers le temps. Alors, je vais passer assez vite parce que c'est un peu théorique et on est allé au-delà maintenant de ça, mais il y avait des gens comme Semir Zeki qui prétendaient qu'un seul processeur pouvait à lui tout seul suffire pour être conscient ou non conscient. Par exemple, un processeur qui détecte le mouvement aurait eu une activité différente dans un état conscient et non conscient. Bon, ça créerait une différence unique, carrée, qu'on ne voit pas dans les données. Même chose s'il y a juste une étape non consciente et une étape consciente. Ici, l'étape consciente devait créer ce carré, ce n'est pas ce qu'on voit. On ne voit pas non plus juste une réentrée qui serait que la conscience correspondrait à des boucles de réentrance. Vous voyez, ça conduirait à une matrice de ce type qu'on ne voit pas dans les données. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réentrée du tout, mais ça ne suffit pas. La réentrée ne suffit pas à définir l'état conscient. Alors je continue, vous voyez que l'idée d'une maintenance non consciente pendant laquelle l'étape initiale est la même, mais ensuite consciemment on maintient l'information, ça marche un peu mieux, mais à nouveau, les données sont plutôt de type diagonale, épaisse. Alors on va dans des modèles maintenant qui ont une série d'étapes, et je crois que c'est la clé. Il n'y a pas une étape consciente versus une étape non consciente, il y a une série d'étapes, et cette vague d'activation qui parcourt le système et qui meurt progressivement. Alors, l'idée que chaque étape a une durée fixe peut être rejetée. On l'a vu, parce que ça créerait une diagonale de largeur fixe. Donc, il faut considérer que plus on avance dans le système, plus la durée du traitement et l'intensité du traitement sont longs pour les étapes conscientes. Et on arrive à ce meilleur modèle ici, qui est une vague dynamique de traitement séquentiel. Le traitement conscient ne s'arrête pas, surtout quand c'est une tâche que le sujet doit faire, donc il doit faire rentrer le stimulus dans une tâche active, et dans ce cas-là, on voit une dynamique d'étapes successives, avec des étapes initiales qui peuvent être identiques pour traitement conscient et non conscient, et des étapes tardives, à partir de 200, 300, 400 millisecondes, qui commencent à différer massivement pour l'état conscient. Voilà. Donc, l'idée d'une séparation tout ou rien entre un état conscient et un état non conscient n'est vrai qu'en première approximation. Un stimulus non conscient peut traverser un grand nombre de processeurs, ce qu'on avait vu la semaine dernière, le traitement subliminal peut être très profond, mais les effets deviennent de plus en plus faibles à mesure qu'on progresse dans le système, l'amplitude devient de plus en plus faible. Voilà. Donc cette idée que l'embrasement conscient, c'est la divergence rapide de deux trajectoires dynamiques. D'accord. Et ça correspond à une transition de phase, mais pas instantanée.
Alors cette idée-là a été adoptée par beaucoup d'autres chercheurs, et notamment ici dans ce papier de Baria et al. Avec Biyu He. Ils ont mesuré la magnétoencéphalographie en réponse à des stimuli conscients et non conscients, toujours avec cette idée de vue, pas vue. Ils rajoutaient l'idée que ça pouvait être présenté à droite ou à gauche. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais une idée intéressante qui émerge en neurosciences maintenant, c'est de faire une réduction des données, de sorte qu'on présente la trajectoire neuronale dans un espace de composantes principales. Ici, c'est un espace à 3 dimensions, et vous pouvez suivre donc la trajectoire temporelle de divergence de ces stimuli. Vous voyez ici, le 0 est quelque part ici, donc le stimulus est présenté ici. Il peut y avoir des différences avant 0, on va y revenir. Et vous voyez que les traitements conscients et les traitements non conscients divergent extrêmement rapidement, et on le voit dans cet espace des trajectoires neuronales. De plus en plus, vous allez voir, au lieu de voir la décharge d'un neurone individuel, on représente la trajectoire du vecteur neuronal dans ces espaces à dimensionnalité réduite. Alors, ça conduit à faire des mesures intéressantes. Je trouve que peut-être on ne fait pas assez ça. Il mesure ici la distance euclidienne entre les trajectoires vues qui sont en couleur ici et non vues qui sont en couleur beaucoup plus pâle. Et vous voyez que la divergence est massive aux alentours de 200-300 millisecondes ici. Et une idée intéressante, c'est de mesurer la vitesse. Ça, c'est intéressant. D'habitude, on regarde toujours la moyenne des potentiels évoqués. Pourquoi ne pas mesurer la vitesse des potentiels évoqués? Donc, vous voyez ici, c'est en femtotesla par milliseconde. Et la vitesse est beaucoup plus rapide pour les essais conscients que pour les essais non conscients. Donc, il y a une divergence, il y a vraiment un phénomène non linéaire qui survient avec une vitesse plus rapide dans les essais conscients. Il y a vraiment une accélération de l'activation qui correspond à cet embrasement conscient. Alors, quelle peut être la fonction de ces différentes étapes? Eh bien, on en avait parlé au tout départ, l'idée que les étapes perceptives correspondent à des inférences bayésiennes successives et que ce que nous voyons à la fin, ce dont nous prenons conscience, c'est le résultat d'une inférence bayésienne qui reflète ce qu'on appelle le postérieur, la probabilité a posteriori, une fois qu'on a intégré toutes les probabilités, y compris les a priori qu'on peut avoir sur le stimulus. Donc ici, vous vous souvenez, vous voyez ce cavalier ici comme étant plus pâle que celui qui est sur la case noire, parce que votre cerveau a fait un calcul et a tenu compte du fait qu'il y a une ombre qui le cache ici et qui fait qu'en fait il doit être plus clair dans la réalité. Alors est-ce qu'on peut tester cette idée d'inférences successives qui conduisent à un résultat bayésien à l'arrivée? On a théorisé, pour les théoriciens dans la salle, je vous invite à regarder cet article de 2014 qui rentre dans un assez grand détail dans les prédictions de la théorie bayésienne. Mais donc on dit, voilà, ce que nous appelons un rapport subjectif pourrait être la meilleure tentative du cerveau de résoudre un problème perceptif difficile dans lequel il y a des myriades de classes de ce qu'on peut voir, chacune avec des coûts différents, des probabilités différentes et une dépendance de l'expérience a priori du sujet. Alors, Jean-Rémy, avec Gabriela Méade, a réalisé une expérience qui malheureusement n'est pas publiée, mais qui est extrêmement intéressante. Donc, au moins, elle sera dans les archives du Collège de France. Mais vous voyez qu'ici, c'est toujours la même idée. On va flasher un chiffre, on va attendre un certain délai, le fameux SOA, et puis on va le masquer. On va demander ici, c'est une autre décision, si c'était une lettre ou un chiffre. Donc, parfois, c'est une lettre. Et puis, on va demander la visibilité. Mais on va rajouter une idée supplémentaire qui est de donner un a priori au sujet. Dans certains blocs qu'on appelle les blocs invisibles de façon un peu abusive, mais on met des stimuli peu visibles. Vous voyez, il y a plus de stimuli peu visibles, les SOA sont courts, donc le sujet voit peu les chiffres. Et dans le bloc visible, c'est le contraire, on ne présente plus les stimuli les plus courts, on présente des stimuli plus longs, et le sujet s'attend à voir. Donc on change les a priori du sujet et ça va nous permettre de décoder les a priori, de regarder la différence entre l'évidence et la probabilité a posteriori, une fois qu'on a tenu compte de cet a priori. Alors ici, c'est juste pour vous montrer que sur le plan du comportement, on a un petit effet. Ici, c'est le pourcentage de réponses vues et on voit que le pourcentage de réponses vues est moindre dans le bloc invisible, même, et c'est ça le point crucial, même à durée constante ici. Donc un stimulus présenté pendant 33 millisecondes, vous avez un peu plus de chances de dire que vous l'avez vu si vous êtes dans le bloc visible, ce qui montre bien cet effet des a priori. Voilà. On tient compte dans nos réponses, dans nos décisions conscientes, dans nos perceptions subjectives, des probabilités a priori, et on les intègre avec l'évidence qui est en train de monter. D'accord ? Alors, là, Jean-Rémy déploie toute sa capacité de faire des décodeurs de ces différents aspects. Donc là, on retrouve nos fameux décodeurs de la présence ou de l'absence
d'un chiffre ou d'une lettre, et on voit très très bien cette diagonale, vous voyez qu'ici c'est extrêmement étroit comme diagonale lorsque le stimulus n'est pas conscient, et qui s'élargit et qui s'amplifie avec cet embrasement lorsque l'on franchit le seuil de conscience. Donc on réplique totalement nos phénomènes précédents, et notamment cette différence vue-pas vue qui est là, même si le stimulus est constant, par exemple à 50 millisecondes ici. Et puis, donc on peut décoder présence-absence, je le laisse ici en haut, mais on peut aussi, comme tout à l'heure, décoder l'évidence objective, quel était le SOA. Tout à l'heure c'était le contraste, maintenant c'est le SOA. Vous voyez que ça correspond à une modulation des étapes précoces. Et puis décoder la visibilité subjective du sujet. Il va rapporter sur une échelle entre 0 et 3 ce qu'il a vu, et ce qu'il a vu ou pas vu. Et qu'on peut le décoder, mais seulement plus tardivement ici. Et avec cette diagonale épaisse. Donc généralisation, état métastable. Et puis il y a une dernière chose qu'on peut faire, c'est décoder l'a priori du sujet. Il est dans des blocs différents, il s'attend à voir ou il s'attend à ne pas voir un petit peu, avec des probabilités un petit peu différentes dans les deux blocs. Donc ici, il s'attend à ne pas voir, ici il s'attend à voir, vous voyez que les différences sont subtiles, mais lorsqu'on fait la différence, vous avez des différences a priori ici. Et comme c'est a priori, elles peuvent précéder le stimulus. Elles ne sont pas évoquées par le stimulus, elles précèdent le stimulus. Et alors là, on met tout ça ensemble, et je vais vous expliquer, ça a l'air compliqué. Si on met tout ça ensemble, vous avez donc le décodage de l'a priori du sujet, le décodage des données objectives qui lui parviennent, et le décodage du résultat de ce calcul bayésien qui est la visibilité subjective que le sujet va rapporter à la fin de l'essai ici, mais qu'on peut décoder assez précocement. Et si vous regardez ces différentes matrices, vous voyez qu'il y a un décalage dans le temps. Celle-ci vient plus tôt, celle-ci vient le long de la diagonale, celle-ci vient plutôt plus tardivement. Et en fait, pratiquement à chaque étape de traitement, on voit cette succession de a priori, qui commence avant le stimulus, mais qui commence ici aussi avant chaque étape, évidence et conclusion a posteriori. Et plus on avance dans le temps, plus on voit que les étapes tardives sont complètement dominées par la visibilité subjective. Je pense que c'est une excellente illustration de ce qu'on pense être le passage d'un traitement non conscient à un traitement conscient. Le non conscient intègre des étapes, des attentes, il reçoit de l'évidence montante, ici en rouge, et la conscience, c'est l'intégration de toutes ces connaissances entre elles pour arriver à une conclusion subjective, qui peut différer des données objectives, qui n'est pas forcément le reflet exact des données objectives. Donc l'ignition, l'embrasement conscient reflèterait cet état final, la conclusion tout ou rien, quasiment tout ou rien, d'un processus d'inférence bayésienne. On tire une conclusion sur ce qu'on est en train de voir. Voilà, alors ça reflète un petit peu les travaux du laboratoire en utilisant beaucoup la magnétoencéphalographie, l'électroencéphalographie pour suivre dans le temps les étapes de traitement. Plus récemment, notre laboratoire et d'autres dans le monde utilisent des électrodes intracrâniennes pour aller beaucoup plus loin dans la mesure très fine des différentes régions cérébrales qui répondent à la transition consciente-non consciente. Et vous avez ici un article tout récent de 2025 dans Science, un très bon article, qui a utilisé des électrodes intracrâniennes qui se trouvent dans le thalamus. Et je vous ai dit au départ, l'embrasement conscient, ça doit être un état thalamo-cortical, il n'y a pas que le cortex. Alors, ils se sont servis de ces électrodes pour suivre l'accès à la conscience d'un stimulus extrêmement bref. Ils se sont inspirés, mais j'en parlerai dans une seconde, d'un paradigme qu'on a développé chez l'animal. Donc on peut simplifier beaucoup ces stimuli. Vous voyez, on demande au sujet de fixer, et puis on lui flash un stimulus qui peut avoir un contraste variable, comme dans l'expérience de Jean-Rémy. Et ici, il demande au sujet de rapporter s'ils ont vu ou pas, mais pour éviter toute confusion motrice, ils ont des essais où le sujet doit faire une saccade vers la droite pour dire qu'il a vu, et vers la gauche pour dire qu'il n'a pas vu, et inversement. Et c'est en fonction de la couleur de la croix ici. Donc c'est une manière de dissocier l'activité motrice que le sujet va faire de la conscience d'avoir vu ou d'avoir pas vu. Bon. Alors ils ont, comme nous, une fonction de seuil. C'est extrêmement réplicable. Vous voyez, donc ici, le contraste du stimulus varie. À bas contraste, le sujet dit « j'ai jamais rien vu ». Soudainement, il y a une fonction de seuil, et après, il va dire « j'ai vu ». D'accord ? Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui change dans le cerveau quand on franchit ce seuil de conscience. Et ils arrivent à distinguer ici 4 niveaux. Soit le contraste était élevé et forcément on est conscient, soit le contraste était bas et forcément on n'est pas conscient, soit le contraste était proche du seuil
Et à ce moment-là, tantôt on peut être conscient, tantôt on peut être non conscient. Et on peut même avoir le même stimulus, et parfois il est conscient, parfois il n'est pas conscient, n'est-ce pas? Voilà. Donc toujours des paradigmes très classiques maintenant, mais en 2025, accès aux enregistrements neuronaux, en tout cas aux décharges plutôt de ce qu'on appelle local field potential, les potentiels locaux dans le thalamus, dans différents noyaux du thalamus. Et alors là, les résultats sont extrêmement clairs, hein. Vous voyez une divergence entre conditions conscientes et conditions non conscientes, le conscient étant en couleur rouge ici, rouge ou rose, et le plus intéressant, c'est le rouge vif versus le bleu vif, parce que c'est proche du seuil, ça peut être le même stimulus, mais parfois il est conscient, parfois il est non conscient. Et sur la droite, vous voyez tous les essais, c'est un patient, il y a plusieurs patients dans l'étude, et vous voyez qu'on voit très très bien hein, l'augmentation massive de décharge dans le thalamus après 200 millisecondes, seulement dans l'état conscient, ou presque seulement dans l'état conscient. Là, c'est très joli parce que, comme on a un grand rapport signal à bruit, on peut regarder un essai individuel. Vous voyez tous les essais individuels ici, et c'est vraiment un phénomène extrêmement reproductible. C'est reproductible aussi à travers les patients. C'est plus fréquemment trouvé dans les noyaux intralaminaires et médiaux du thalamus, hein. C'est-à-dire ceux qui projettent de façon préférentielle vers le cortex préfrontal et les noyaux intralaminaires qui ont une projection extrêmement vaste, qui peuvent jouer ce rôle de broadcast, de diffusion de l'information au niveau global. Alors, il y a plusieurs analyses supplémentaires dans cet article qui sont intéressantes. D'abord, ils regardent la synchronie de phase. Quand ils ont plusieurs électrodes, et si je reviens en arrière une seconde, ils ont des électrodes dans le cortex préfrontal, plutôt mésial, et dans le thalamus, d'accord ? Et chaque patient a plusieurs sites d'enregistrement. Donc, on peut regarder, et c'est ce qui est fait ici, pour 95 sites. Certains sites sont thalamiques, c'est les premiers ici, d'autres sont préfrontaux, c'est les seconds. Quelle est la cohérence de phase, autrement dit, quel est le degré de synchronie des signaux, essai par essai, entre ces différents sites cérébraux, thalamus et cortex. Et il trouve quelque chose d'extrêmement intéressant. D'abord, la synchronie, en fonction du temps, vers 200 millisecondes, 300 millisecondes, se met à apparaître, mais elle est beaucoup, beaucoup plus forte dans le cas conscient, c'est le C ici, que dans le cas non conscient, unconscious, c'est le U ici, d'accord. Et ceci, c'est proche du seuil, donc c'est des essais virtuellement identiques. Et il découvre un phénomène intéressant, c'est que la synchronie de phase démarre dans le thalamus. Donc, si on fait 2 électrodes thalamiques, c'est là qu'on trouve la synchronie de phase qui démarre le plus tôt. Ensuite, elle a lieu entre le thalamus et le cortex préfrontal, et c'est seulement un petit peu plus tard qu'elle survient entre 2 électrodes préfrontales. Donc, il y a un déroulé dans le temps qui suggère que les choses pourraient démarrer dans le thalamus et envelopper, vous voyez, le thalamus enveloppe l'activité des régions corticales ici qui sont enregistrées. Et tout ceci est confirmé par une dernière analyse qui s'appelle le couplage d'amplitude et de phase. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le couplage d'amplitude et de phase, c'est une autre mesure intéressante qui permet d'analyser les signaux intracrâniens. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une électrode et on regarde ces ondes lentes, d'accord, dans la bande θ, ici entre 2 et 8 Hz. Donc on a des phénomènes lents, on regarde la phase de ces phénomènes lents, et on regarde s'ils sont synchrones de l'amplitude des phénomènes rapides dans la bande gamma élevée ici, qui correspondent la plupart du temps aux décharges neuronales elles-mêmes. Autrement dit, est-ce que l'enveloppe de l'activité lente dans le thalamus prédit à quel moment survient un burst, une bouffée de haute amplitude de l'activité gamma, d'accord ? Et c'est ce qu'on trouve ici, vous voyez, vers 200 millisecondes, 300 millisecondes, avec un pic plutôt aux alentours de 350, 400. L'activité du thalamus prédit, l'activité lente du thalamus, son enveloppe prédit les décharges dans la bande gamma. Et là encore, on trouve ce phénomène qui est que c'est plutôt un phénomène thalamique et du thalamus vers le cortex préfrontal, voyez, mais pas du cortex préfrontal vers le thalamus. Il y a vraiment une asymétrie ici. Donc, sans rentrer dans le détail, mais l'interprétation, c'est que le thalamus et les ondes lentes dans le thalamus pourraient ouvrir une sorte de porte, un portail, une fenêtre temporelle pendant laquelle l'ignition corticale, l'embrasement cortical peut se produire. Et le code neural pour le contenu de la conscience serait plutôt dans le cortex, mais le thalamus ouvre la porte. Et c'est complètement consistant avec d'autres données, je n'aurai pas le temps de les décrire, c'est un article assez complexe, mais pour ceux qui s'intéressent à la physiologie de la conscience, le travail de Suzuki et Larcum en 2020 montre que l'anesthésie générale découple les neurones cortico-pyramidaux du thalamus, voilà, et entre eux.
Donc il y a vraiment un phénomène thalamo-cortical qui permet de prendre conscience. Et dans l'anesthésie générale, ce mécanisme semble être sélectivement arrêté, en quelque sorte. Quelles que soient d'ailleurs les anesthésiques. Donc c'est intéressant cet article parce qu'il teste différentes formes d'anesthésie générale. D'accord ? Donc l'idée serait que le cortex a le code, mais que l'embrasement global dépend, au moins en partie, de la fenêtre qui s'ouvre dans le thalamus, qui dit il y a un phénomène intéressant, il faut que je prenne conscience, allez-y, créons cette ignition, cet embrasement cortical. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a de plus en plus de données maintenant pour cet embrasement conscient. Je crois que j'ai déjà montré ces diapositives. En IRM, on le voit assez facilement en réalité. Lorsqu'on crée des contrastes entre un son qui est détecté ou non détecté, ou lorsqu'on crée des mots visibles ou invisibles, comme je l'avais fait déjà en 2001, on voit assez facilement une différence massive d'activation supplémentaire dans les aires préfrontales, dans les aires pariétales et même dans les aires sensorielles. Vous voyez cette amplification en retour, en tout cas qu'on croit être en retour, dans l'IRM. Voilà. De plus en plus, les enregistrements neuronaux confirment, et là c'est intéressant parce qu'on commence à voir le code de la conscience. Et je voulais mentionner le travail de Rodrigo Quiroga avec Itzhak Fried. Ils ont été les premiers à montrer qu'il y avait des cellules, mais c'est dans une région particulière du cortex, dans le cortex temporal mésial et dans l'hippocampe, qui répondent à des concepts particuliers, ce qu'on appelle les cellules de concept. Vous avez ici une cellule de concept qui répond à la ville de New York et plus spécifiquement autour du World Trade Center avant leur destruction. C'était vraiment un paysage tout à fait connu et classique pour les Américains. Et ils ont montré qu'il y a des neurones qui répondent à un concept, comme celui-là, le World Trade Center. Barack Obama. Nous, on a eu des neurones qui répondent à Shrek. Alors, je vous avais raconté ça une autre fois. Voilà. L'idée, c'est que chaque concept que vous avez en tête a son petit jeu de neurones, peut-être pas certainement pas un neurone, mais un jeu de neurones qui répond de façon assez restreinte à ce concept-là. Mais vous voyez, cette manip ici va encore plus loin, parce qu'ici, ils font varier la durée de présentation de l'image, en sorte que le sujet ne la voit pas toujours, et c'est très intéressant. Si vous regardez les essais bleus ici, sont ceux où le sujet dit « j'ai vu ». Et les essais rouges sont les essais où le sujet dit « j'ai pas réussi à voir l'image ». Vous voyez que les décharges neuronales de ce neurone sélectif pour le World Trade Center ne surviennent que lors des essais où le sujet arrive à dire « j'ai vu ». Et si on moyenne à travers beaucoup de neurones ici, on voit qu'il peut y avoir une petite décharge transitoire, toujours cette idée d'une vague transitoire pour le non-conscient, mais une vague beaucoup plus intense et soutenue dans le temps pour les essais conscients. Donc, un code neural qui rentre dans le système et qui montre qu'il y a vraiment des neurones spécifiques qui s'embrasent. Ce n'est pas juste un embrasement global comme on peut le voir en magnétoencéphalographie, mais vraiment un code neuronal spécifique. Alors ceci a été vu également avec l'IRM, et je voulais vous parler de cet article récent, 2021, de Levinson et al., où ils ont utilisé l'IRM à très haut champ pour montrer des codes neuronaux conscients et non conscients, et surtout conscients. Quelle est la différence entre conscient et non conscient? Alors, ils ont créé des stimuli assez jolis. Il y a tout un travail, vous l'avez compris, en sciences cognitives, de création de ces stimuli pour le sujet. Et là, ils ont créé donc des stimuli qui ont à la fois un contraste variable, comme on l'avait fait, mais aussi un contenu. Peut-être le contenu d'un animal, d'un visage, d'un objet ou d'une maison. Et vous voyez qu'ils sont extrêmement proches sur le plan visuel, et même très visuels, mais qui correspondent à des catégories différentes. Et ils font un travail considérable pour que chaque sujet, on fait un titrage très précis du contraste de chaque image, de sorte que le sujet soit à 50%. Ce qui permet d'avoir des essais identiques, mais parfois vus, parfois pas vus. D'accord ? Donc 50% de reconnaissance. Donc ces images appartiennent à 4 catégories, plus des images mélangées, et on demande aux gens de deviner, à la suite d'un flash du stimulus, quelle est la catégorie, et puis de dire s'ils ont vu ou pas vu, ou plutôt reconnu ou pas reconnu. Alors il y a un traitement non conscient, léger, mais significatif. Les sujets font mieux que le hasard, même lorsqu'ils disent « j'ai pas vu ». D'accord ?
Mais ce qui va nous intéresser, c'est ces images acquises à 7 Tesla. Ils ont une résolution qui est encore assez modeste, hein, de 2 mm isotrope. Ici, on peut faire beaucoup mieux maintenant. Nous, on descend de façon routinière à 1,2 mm. Et avec l'aimant de Neurospin à 11,7 Tesla, on peut descendre encore en dessous. Donc, on pourrait faire encore mieux. Hein. Mais cette résolution de 2 mm, intra-sujet, va permettre de décoder quel est le contenu et donc, est-ce qu'on peut suivre ce contenu dans l'espace du cortex, puisqu'on mesure l'activité au niveau de tout le cortex. Donc voilà ces images. La première image ici, c'est simplement l'ignition. Si on compare les essais vus et les essais pas vus, ou plutôt ils appellent ça ici reconnus versus non reconnus, d'accord ? Vous voyez que les régions en orange et en rouge ici sont celles de l'espace de travail global. La différence entre un essai reconnu et non reconnu, c'est pas juste dans les aires ventrales, elles sont là, les aires occipito-temporales ventrales qui correspondent au traitement des catégories spécifiques des objets. C'est là qu'on trouve les régions, par exemple, qui répondent au visage ou aux mots ou aux lieux. Elles sont là, mais la différence reconnue par reconnue n'est pas du tout confinée à ces aires postérieures. Et l'information envahit l'espace de travail global, et notamment ces régions du cortex frontal moyen, ici du sillon intrapariétal, les régions latérales du cortex temporal. Il y a aussi une déactivation du réseau du mode par défaut ici. Le sujet ne peut plus penser à ses états internes, il est en train de penser à cette image qu'il est en train de voir. Il y a aussi des activations sous-corticales, vous voyez ici, dans le thalamus, dans le tronc cérébral, dans les noyaux gris, les noyaux de la base ici, qui sont très clairs. Donc l'ignition n'est pas juste un phénomène cortical, mais c'est un phénomène délimité dans le cortex, plus des noyaux sous-corticaux. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans une deuxième étape, ils prennent une petite sphère autour de chacun de ces points dans le cortex, partout, et ils regardent est-ce qu'on peut décoder. Est-ce que la configuration d'activité neuronale, le vecteur d'activité neuronale, permet de décoder ce que le sujet a vu. Donc ça va au-delà de ce qu'on avait pu faire auparavant, juste l'embrasement conscient. Hein. C'est un embrasement, mais avec une topologie d'activité spécifique de ce que le sujet a vu. Un visage, une maison, etc. Et là, vous voyez que c'est essentiellement le même réseau qui permet de décoder, c'est très proche comme image. Hein. Donc le réseau embrasé est aussi le réseau qui permet de décoder, si le sujet a vu. Et ils n'ont pratiquement pas de décodage, c'est un peu décevant ici, lorsque le sujet n'a pas reconnu l'image. Donc c'est vraiment une différence majeure qu'ils ont obtenue entre reconnu et pas reconnu. Hein. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le décodage est élevé, vous voyez ici c'est nettement au-dessus du niveau du hasard qui serait 25% pour les régions corticales, et pratiquement toutes les régions corticales, mais pas pour les régions sous-corticales, qui sont en bleu ici. Et on pourrait penser que c'est simplement parce qu'on n'a pas un bon signal dans les régions sous-corticales, mais ils ont un bon signal puisqu'ils ont l'embrasement conscient, et ils montrent aussi que ça ne dépend pas du nombre de voxels. On peut avoir des régions avec un grand nombre de voxels sous-corticales et des régions corticales avec un plus petit nombre de voxels, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte apparemment, c'est si on est dans le cortex, il y a un code décodable. Si on est dans les régions sous-corticales, on a un embrasement, ça s'allume, mais peut-être que ça définit vraiment la fenêtre temporelle dans laquelle le cortex peut coder l'information. Donc je trouve cet article intéressant parce qu'il éclaire le mécanisme. Il y a sans doute une étape thalamique et puis cet embrasement cortical qui a le contenu, voilà, et qui a en particulier la probabilité a posteriori, la reconstruction par le cerveau des probabilités que le stimulus soit de tel ou tel type. Donc, je crois que c'est ce que je viens de dire, hein. Retenez qu'il y a cette espèce d'embrasement rapide, en anglais on dit a sudden surge, d'amplification massive d'activité, une vague d'activité qui crée donc cette divergence rapide entre état conscient et état non conscient. Alors, je voudrais ensuite mentionner un article extrêmement astucieux de Claire Sergent qui a vu que cette idée d'embrasement, tout ou rien, pouvait conduire à une nouvelle signature de la bifurcation qui sous-tend l'accès conscient. Je n'ai pas encore utilisé le terme de bifurcation, mais j'aurais dû, c'est un bon terme, je crois, vous voyez, divergence entre deux trajectoires. Alors, l'idée est très simple. L'idée, c'est que quand on est proche du seuil, comme je l'ai dit, tantôt on peut franchir le seuil et on se retrouve dans l'état conscient haut, tantôt on ne franchit pas le seuil et très vite on se retrouve dans l'état non conscient, bas, la vague d'activité meurt, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on parle d'une distribution bimodale. Alors, l'idée est très simple, c'est que ça devrait conduire à une augmentation de la variabilité des activations. Si je suis juste au niveau du seuil,
Je vais avoir des activations extrêmement variables. C'est ce qu'on peut voir ici, s'il y a une dynamique de bifurcation. Mais évidemment, si je suis en dessous du seuil, je vais tout le temps être dans l'état non conscient. Si je suis au-dessus du seuil, je vais tout le temps être dans l'état conscient. Si je suis autour du seuil, je vais avoir une distribution bimodale, tantôt haute, tantôt basse. D'accord ? Et ça veut dire que la variabilité va montrer un pic au niveau du seuil. Alors auparavant, dans les études que je vous montre auparavant, on se servait de la courbe moyenne. Et on disait, il y a une activité moyenne qui ressemble à ce que les sujets rapportent. Quand ils disent avoir vu, l'activité est haute, quand ils disent avoir pas vu, l'activité est basse. Mais cette signature de variabilité est peut-être encore plus facile à mesurer et plus facile à détecter. Parce que vous voyez qu'ils font des simulations ici au début de leur article, et l'article de Claire Sergent montre clairement qu'on peut avoir une activation qui est unimodale sans cette divergence, mais la courbe moyenne continue de ressembler à celle qu'on peut avoir dans une transition avec un seuil. Cette courbe non linéaire, on peut l'avoir pour toutes sortes de raisons en moyenne. Par contre, la signature de variabilité, elle est tout à fait particulière, cette idée d'une représentation bimodale, d'un état d'activité tout ou rien, en quelque sorte. Donc, ils vont tester leur idée en mesurant dans un paradigme la détection de voyelles dans du bruit. Il y a une raison pour passer dans la modalité auditive, c'est qu'ils ont en tête le passage à des patients. Et c'est pas facile de faire voir des stimuli à des patients qui peuvent être dans un état de perte de conscience, mais on peut toujours évidemment leur présenter des stimuli auditifs. Donc ici, vous avez des stimuli auditifs et on fait varier le rapport signal à bruit. Comme d'habitude, vous avez la courbe d'identification ici, de reconnaissance des stimuli qui suit une forme non linéaire. L'audibilité suit une forme non linéaire similaire également. Et vous voyez ce pic de variabilité déjà dans les réponses du sujet. Les réponses du sujet sont variables lorsque les stimuli sont dans un intervalle d'audibilité qui est intermédiaire ici. Et on peut voir cette distribution des réponses du sujet qui a une forme bimodale. J'y reviendrai dans d'autres cours. On avait déjà vu ça avec Claire Sergent dans sa thèse. Elle était au laboratoire pour sa thèse en 2005. On avait montré qu'il y avait une distribution bimodale des réponses du sujet. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral ? Bien, au niveau cérébral, on retrouve la série d'activités ici en potentiel évoqué qui ressemble tout à fait à ce qu'on avait vu avec Antoine Delcu au début de ce cours, pour un stimulus visuel. Ici, c'est un stimulus auditif, donc il rentre dans les régions auditives. On voit très bien des dipôles ici qui créent ce champ électrique qui pourrait correspondre à l'activation des deux régions temporales. Et puis, cette activation très intense avec cette P3, cette P3B postérieure ici, qui, vous voyez, a ce profil d'activité non linéaire, donc ça colle bien. Les rapports du sujet collent bien avec la forme de ces ondes tardives. Mais le problème, c'est que même ici, précocement, on a déjà un petit peu ce profil non linéaire. C'est pas facile de toujours voir si le profil non linéaire qui est ici est celui qui colle le mieux avec les réponses du sujet. Maintenant, si on regarde la variabilité, ici c'est la moyenne, là c'est la variabilité, avec la variabilité, elle présente ce pic intermédiaire uniquement après 400-500 millisecondes ici. Donc elle a une signature beaucoup plus restreinte dans le temps et beaucoup plus proche de ce que rapportent les sujets. Et si on regarde la corrélation avec le comportement, et que la corrélation avec le comportement est très ambiguë, parce qu'essentiellement, tout au long de cette fenêtre temporelle, la moyenne corrèle avec le comportement, donc cette forme-là ressemble déjà en partie aux réponses du sujet, alors que la variabilité, elle a une signature beaucoup plus ponctuelle dans le temps, et elle se trouve être une signature tardive. Voilà. Dans cet article, il modélise les réponses. C'est évidemment quand on a un modèle précis en tête, soit linéaire, non linéaire ou bimodal, ça fait des prédictions très différentes pour les réponses à chaque essai. Et avec l'aide de Florent Méniel, qui est un spécialiste de ces modèles bayésiens, ici on a donc, vous voyez, en fonction du temps, quel est le meilleur modèle pour l'activité cérébrale. Alors avant la présentation du stimulus, le meilleur modèle est un modèle d'activité nulle. Après la présentation du stimulus, on a cette période d'activité unimodale, qui correspond exactement à ce que je vous montrais au départ, un effet monotone de contraste ou du délai des stimuli, ou ici du rapport signal à bruit, pendant longtemps, pendant à peu près 250, 300 millisecondes ici. Et puis ensuite, transition vers ce modèle de bifurcation bimodale, avec deux états possibles d'activité. Et cette conclusion
colle parfaitement avec l'analyse plus classique, où on regarde les stimuli qui ont été entendus et ceux qui n'ont pas été entendus, à présentation constante. Vous voyez que l'activation initiale est la même, et c'est seulement vers 300-400 millisecondes ici qu'on voit cet embrasement, visible directement dans les potentiels évoqués au niveau des électrodes centrales et postérieures, ici, uniquement quand le sujet a entendu le stimulus. Donc, cette analyse classique conforte cette analyse moins classique, montre bien qu'il y a une divergence entre deux états, une activation bimodale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à présent, je vous ai toujours parlé de situations où le sujet dit ou rapporte ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Et la semaine prochaine, on rentrera énormément dans cette discussion-là. Il y a des gens qui disent, mais vous trichez, c'est le sujet qui rapporte s'il a vu ou pas vu, donc c'est lui qui amplifie par son rapport cet état d'activité. Et ici, donc, ce que montre Claire Sergent, c'est qu'on peut tout à fait avoir des instructions passives. On ne demande plus au sujet de rapporter « j'ai vu » ou « j'ai pas vu », mais bien sûr, il est toujours en train d'écouter les stimuli et de temps en temps, il les entend, de temps en temps, il les entend pas. Mais est-ce qu'on peut encore avoir une signature de l'accès à la conscience? Là, alors, ce qui est très intéressant, c'est que les potentiels évoqués changent radicalement. Vous voyez que, j'en parlerai beaucoup la semaine prochaine, les étapes initiales sont similaires, mais la P3B, qu'on croyait être une signature obligatoire de la conscience, n'est plus là, lorsque le sujet ne rapporte pas la présence des stimuli. Donc la chaîne de traitement change assez vigoureusement, mais la signature de variabilité reste la même. La moyenne, toujours un peu ambiguë ici, la signature de variabilité avec un pic pour les valeurs intermédiaires de contraste ou ici de rapport signal à bruit du stimulus, elle est toujours là. Et ça va permettre, donc la corrélation avec le comportement est toujours plus précise pour la variabilité que pour la moyenne. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre à Claire Sergent et à Lionel Nakache d'avoir une nouvelle signature d'accès à la conscience, même chez des patients qui ne peuvent pas rapporter qu'ils ont vu le stimulus. Donc cette question d'arriver à des signatures de la conscience qui marchent, même quand le sujet n'est pas capable de dire à chaque essai j'ai vu ou j'ai pas vu, très importante parce qu'elle va nous permettre d'attaquer maintenant des situations dans lesquelles le patient n'est pas capable de rapporter verbalement, ou bien peut-être c'est pas un patient, peut-être c'est un bébé, peut-être c'est un organisme, un animal qui ne peut pas rapporter verbalement. On commence à avoir des signatures qui vont permettre de regarder la conscience chez ces organismes non verbaux. Alors, je vais terminer le cours là-dessus. Et d'abord, c'est une idée qu'on a eue assez précocement, évidemment, que si on a des signatures de conscience chez l'adulte, bien ensuite, on va pouvoir les tester chez les très jeunes enfants. Et avec mon épouse Ghislaine, et puis surtout ici, c'est Sid Quider qui a mené cette recherche, qui est parue dans Science en 2013, eh bien, on s'est demandé, est-ce qu'on peut voir ces signatures de l'embrasement conscient chez le petit bébé? Alors, le paradigme est très simple. On flash ici un visage, on va le précéder et on va le suivre d'un masque, et on fait varier la durée du visage. Toujours cette idée de faire varier l'évidence sensorielle qui rentre. Donc s'il est très court, même les adultes ne voient pas le visage. S'il est plus long, il y a un moment, il y a un seuil, on finit par voir le visage. Et Sid Quider avait mené une recherche préalable de comportement qui montrait que le seuil est à peu près 100 millisecondes pour les jeunes enfants. C'est des bébés ici de 5 mois, 12 mois, et à cet âge-là, c'est à peu près vers 100 millisecondes, donc nettement plus lent que pour nous, que les bébés arrivent à se tourner vers le visage et donc suggèrent qu'ils ont perçu à ce moment-là la présence d'un visage. Donc ici, on présente le visage au centre de l'écran, il est masqué. Le bébé, il n'est pas entraîné, il ne peut pas rapporter, il ne sait pas dire s'il a vu ou s'il n'a pas vu, mais quelles sont les signatures de l'activité cérébrale? Eh bien, les signatures de l'activité cérébrale sont très similaires à ce qu'on avait vu avec Antoine Delcu au tout début de ce cours, hein. C'est-à-dire, si on mesure les potentiels évoqués ici, avec des électrodes sur la surface du scalp, des phases de traitement strictement linéaires, monotones, je crois que vous voyez extrêmement clairement ici, hein, toutes ces courbes sont parfaitement organisées en fonction de la durée de présentation du visage. Et donc, même des durées assez courtes conduisent à des augmentations d'activité dans ces ondes précoces ici. Et puis, une deuxième phase, extrêmement claire sur ces électrodes particulières, ici à l'arrière de la tête, où les ondes sont revenues à zéro pour tous les essais en dessous d'un certain seuil, et elles divergent, et ça crée une distribution bimodale ici, il y a une bifurcation au-dessus du seuil de 100 millisecondes, qui est celui qui avait été déterminé comportementalement auparavant. Vous voyez que c'est très très net, hein. Là, il y a vraiment une distribution en deux niveaux ici.
Alors, ce sont des données, ici, les courbes sont celles des 12 mois. On obtient cet effet, même si ce n'est pas aussi facile à voir chez les enfants de 5 mois, et d'autres données chez les enfants de 2 mois suggèrent extrêmement clairement, c'est les données de Ghislaine de Anne-Lambert, mon épouse, qu'il y a déjà des négativités tardives de ce type qui correspondent à ce même genre de phénomène ici et qui sont présentes dès 2 mois. Donc, on a toutes les raisons de penser que la conscience est là très précocement, qu'il peut déjà y avoir cet état d'embrasement conscient à 2 mois, peut-être sans doute auparavant. Et peut-être quelque chose à attirer votre attention, c'est l'échelle temporelle ici. Vous voyez que depuis le départ, chez l'adulte, on parle de à peu près 300 millisecondes pour diverger, pour le début de cette bifurcation. Ici, on est à 1 seconde chez le bébé. 1 seconde pour avoir cette divergence massive entre des états hauts et des états bas. Donc, c'est tout à fait compatible avec énormément de données qui montrent que le bébé peut prendre conscience d'une information, mais que par contre, le temps pour accéder à la conscience, le temps pour avoir cet embrasement, il est peut-être 3 fois plus long que chez l'adulte. Et si vous interagissez avec un bébé, je pense que ça correspond bien à votre expérience, il faut du temps pour changer son comportement en réponse à des stimuli du monde extérieur, peut-être pour prendre conscience des stimuli du monde extérieur. Alors ce qui est formidable quand même, c'est que là, on a une signature de l'embrasement conscient chez un organisme qui n'est pas capable de rapporter. Bien sûr, tout ce travail d'accès à la conscience, on va pouvoir le faire chez le singe également, et commencer à regarder chez différentes espèces animales, est-ce qu'on trouve cet embrasement conscient. Alors en particulier avec Peter Rufsema, et l'équipe de Peter Rufsema, on a réalisé un travail, ils ont réalisé un travail chez le singe, Peter Rufsema est capable d'enregistrer des neurones chez le singe, en réponse à des paradigmes extrêmement similaires à ce qu'on avait pu faire chez l'homme. Et ça a conduit à un beau papier dans Science en 2018. L'idée est toujours la même, mais maintenant c'est chez le singe. Le singe fixe un point, il y a un champ récepteur, parce qu'on est en train d'enregistrer un neurone particulier de son cerveau, et on va présenter des stimuli dans le champ récepteur ou on ne va pas en présenter. Et puis on va demander au singe de nous dire s'il a vu ou s'il n'a pas vu. Il est entraîné à faire une saccade s'il voit le stimulus, donc il fait une saccade à ce moment-là vers le stimulus après un certain délai, ou aller voir un point qui est toujours présent sur l'écran et qu'on appelle le point de rejet. S'il n'a pas vu, il doit aller vers ce point fixe ici. Donc là, il peut rapporter. On entraîne l'animal à rapporter « j'ai vu » ou « j'ai pas vu » de cette manière-là. Et on trouve, comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude, maintenant une courbe de seuil. On fait varier le contraste du stimulus que l'on présente dans le champ récepteur ou qu'on ne présente pas. S'il est à 0, l'animal fait très peu de saccades, pratiquement aucun vers le champ récepteur. Et lorsqu'on augmente le contraste, il y a encore toute une série de contrastes où il ne bouge pas les yeux vers le stimulus, et puis ensuite, il va bouger les yeux vers le stimulus. Toujours cette notion d'une courbe de seuil qui définit du subliminal, intermédiaire, et du supraliminal. Et notre idée, c'était d'utiliser les enregistrements neuronaux pour suivre les stimuli subliminaux, voir quand est-ce qu'ils sont perdus et voir qu'est-ce qui se passe quand on franchit le seuil, et aussi comprendre quelles sont les sources de fluctuation qui fait que tantôt on franchit le seuil, tantôt on reste en dessous du seuil, d'où ça vient. Alors, voilà les enregistrements. Peter Rufsema et son équipe avaient enregistré dans l'aire visuelle V1, dans l'aire visuelle V4 et dans le cortex préfrontal dorsolatéral. Et donc, vous voyez ici, chaque enregistrement correspond à une ligne. C'est le taux de décharge multi-unitaire dans ces régions. Et verticalement, vous avez les stimuli à bas contraste, contraste moyen, contraste haut. Alors, je vais vous guider à travers ces résultats, mais ce n'est pas très compliqué à comprendre. En vert, vous avez les essais vus. Vous voyez qu'un essai vu, même s'il est à bas contraste, va activer V1, activer V4, activer le cortex préfrontal qui va rester actif jusqu'à ce que l'animal réponde ici. Un essai pas vu qui a été raté, miss. Il y avait un stimulus, mais le singe l'a raté. À bas contraste, activer V1, mais lorsqu'il est à bas contraste, déjà il n'y a pratiquement plus d'activité dans V4 ici, et il n'y en a pas dans le cortex préfrontal, par rapport à un stimulus qui a été correctement rejeté, où il n'y avait pas de présentation sur l'écran. Donc là, à bas contraste, ce qui se passe, c'est un manque de transmission de l'activité de V1 à V4, compatible avec ces modèles de bas niveau de la conscience. Mais, à plus haut contraste, il arrive encore que le sujet rate. C'est la courbe rouge ici. Il y a de moins en moins d'essais, mais ça arrive encore.
Et vous voyez que là, les résultats sont complètement différents. Le stimulus rentre en rouge de façon massive dans V1, encore plus massive ici lorsqu'il est à haut contraste, rentre massivement dans V4 et conduit à cette exponentielle décroissante dans chacune de ces régions, et conduit même à un petit peu d'activité dans le cortex préfrontal, mais très différente de ce qui se passe quand le sujet va rapporter « j'ai vu le stimulus » et va faire une saccade. Et là, vous voyez, je pense très nettement, cette divergence presque tout ou rien ici. Ce n'est pas complètement tout ou rien, parce qu'il y a quand même un peu d'activité dans le cortex préfrontal. Je vous souvenez, je vous avais parlé de failed ignition, c'est-à-dire le signal monte vers la transition de phase et puis il redescend, il reste en dessous du seuil. Je crois que c'est exactement ça qu'on voit ici. Voilà. Il y a un autre phénomène que vous voyez, c'est lorsque l'animal fait des fausses alarmes, il n'y avait pas de stimulus, mais il répond « j'ai vu quelque chose », eh bien il va y avoir cette activité préfrontale élevée ici. Donc à la fin, ce qui définit si l'animal va rapporter « j'ai vu » ou « j'ai pas vu », c'est la présence d'activité élevée dans le cortex frontal. Notez bien que ici, la courbe verte et la courbe rouge, qui correspondent respectivement à « vu » et « pas vu », pour les mêmes stimulus, peuvent être au même niveau. Donc l'activité dans une aire visuelle de haut niveau comme V4 ne permet pas de dire si l'animal est conscient ou pas. Donc ça veut dire que là, il peut y avoir une activité très intense dans ces aires visuelles sans conscience. Et ce qui fait la différence, c'est l'embrasement, cette divergence des trajectoires et cet état haut à la fin du délai qui permet de dire que l'animal va rapporter « j'ai vu ». Alors, je m'étais amusé à faire tourner nos petits modèles d'accès à la conscience. Peter Rufsema, quand il présente ces données, plaisante en disant que lui a passé 3 ans à enregistrer des neurones péniblement, et moi j'ai passé une après-midi à faire tourner un petit modèle avec quelques étapes de traitement comme ça pour reproduire toutes les données. Voilà. Ce qui était formidable, c'est dans le papier de Science, c'est qu'on peut reproduire très facilement toutes ces données sur la dynamique avec un modèle dans lequel il y a une progression de l'activation, une vague montante, une vague descendante et des autoconnexions qui amplifient progressivement l'activation. Vous voyez qu'avec les bons paramètres, on arrive à reproduire toutes les données ici. La vague d'activation dans V1, qui est de plus en plus forte en fonction du contraste de l'entrée, la transition vers un état stable où ces boucles réverbérantes passent dans l'état haut, et les fausses alarmes ici correspondent au fait qu'on peut franchir le seuil à n'importe quel moment. C'est une courbe moyenne ici, mais si on regardait pour chaque essai, on verrait la même chose que la courbe verte, mais à différents moments dans le temps, parce qu'à n'importe quel moment dans le délai, on peut avoir un passage aléatoire dans l'état haut. Voilà. Et donc on arrivait à reproduire le comportement. Et alors surtout, quand même, ce qui est intéressant quand on fait des modèles, c'est qu'on voit des phénomènes qu'on n'avait pas forcément vus auparavant. Et là, on regarde le modèle et on s'aperçoit que même dans les aires V1 et V4, il y a quand même une petite différence entre vu et pas vu. Tardivement, l'activation descendante doit permettre d'amplifier un tout petit peu l'activité neuronale, y compris dans ces aires visuelles de bas niveau, parce que le cortex pariétal et le cortex frontal sont passés dans l'état haut. Alors on retourne vers les données, ça c'est les vraies données ici, et on trouve effectivement que tardivement, vers 500 millisecondes ou plus ici, il y a cette différence, et il y a effectivement des décharges neuronales plus importantes quand le singe va dire « j'ai vu » que quand il va dire « j'ai pas vu », y compris les fausses alarmes, vous voyez ici en bleu. Ça, c'était une prédiction du modèle qu'on n'avait pas vu au départ et qu'on a été voir. Et puis, donc, cette idée que les fausses alarmes, ce n'est pas une vraie rampe comme ça, si on regardait essai par essai, en réalité, c'est aussi une transition non linéaire, brutale, mais comme elle survient à différents moments, eh bien, la moyenne ressemble à une rampe, mais c'est une illusion que cette moyenne, et en réalité, le phénomène est toujours tout ou rien. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, le modèle en question, hein, quand même, c'est d'une simplicité biblique ici, hein, c'est beaucoup trop simple, hein, il y a 4 activation moyenne et des connexions tout à fait simplistes. Alors avec Xiaojing Wang et Ulysse Klassmann et plusieurs autres collègues, Sean Foodist, on a simulé de façon beaucoup plus précise ce qui se passe dans la transition consciente, et il y a une sorte de modèle de référence qui vient d'être publié en 2025 dans Cell Reports, dans lequel on s'est servi des données de Henry Kennedy, qui a collecté avec beaucoup de patience des données sur les connexions et la force des connexions entre différentes aires cérébrales chez le singe. Donc on a cet atlas du groupe d'Henry Kennedy, on l'a mis dans une simulation assez réaliste avec vraiment des détails de la pharmacologie des récepteurs, de la dynamique des récepteurs, et on arrive à nouveau à reproduire la plupart de ces phénomènes. Donc vous voyez ici cette activation rapide dans V1, et ça peut aller jusqu'au cortex frontal un petit peu, cette vague, mais qui s'arrête ensuite
pendant le délai, alors que lorsque on passe dans l'état haut, il y a un maintien de cette activation, notamment dans le cortex frontal, et on voit très bien cette transition vers l'état haut. Et ce type de modèle conduit quand même à des prédictions assez précises sur, par exemple, les récepteurs NMDA, qui peuvent être utilisés pour renvoyer l'information et avoir cette dynamique lente d'activité. Le modèle prédisait qu'il y a une forte fraction de récepteurs NMDA dans les aires précoces, et c'est effectivement ce qui est trouvé dans des données d'autres laboratoires. Donc on commence à avoir des modèles quand même assez précis de cette transition de phase et de la manière dont elle survient. Je vois que le temps passe très vite, je vais donc peut-être passer, juste vous donner l'idée de cette diapositive. Dans le papier de Science avec Peter Hoefsema, on a des enregistrements avant le stimulus. Le moment du stimulus, il est ici. Et on a pu analyser cette question très simple, pourquoi est-ce que le même stimulus est tantôt perçu, tantôt pas perçu? Est-ce que c'est juste du bruit, tardivement? Vous voyez que ce n'est pas le cas. Avant même le stimulus, on peut prédire si le singe va dire j'ai vu ou j'ai pas vu. Et si on fait une analyse assez précise avec la théorie de la distribution du signal, on peut distinguer un biais. Est-ce que je suis biaisé pour dire j'ai vu, même qu'il y ait un stimulus ou pas? Et on peut aussi distinguer la sensibilité. S'il y a un stimulus, est-ce que je vais être capable de le détecter ou pas? Ce sont deux choses différentes dans la théorie de la détection du signal. Alors très brièvement, vous voyez ici que le taux de décharge neuronale, particulièrement dans le cortex frontal, avant que le stimulus n'arrive, est un prédicteur du passage dans l'état haut ou pas. C'est logique, hein. L'assemblée de neurones est déjà en train de décharger à un niveau assez élevé, particulièrement dans le cortex frontal ici. Ça prédit qu'on va passer plus facilement dans l'état haut, ça prédit ce biais ici. On est dans la colonne de biais. Et puis par contre, pour la sensibilité, c'est intéressant, bon, c'est surtout au moment où le stimulus survient, plus de transmission entre V1 et V4, et plus de transmission entre V4 et le cortex frontal, qui se traduit par une meilleure sensibilité, une meilleure capacité de détecter le stimulus. Donc on commence à comprendre non seulement l'activité moyenne, mais aussi pourquoi le singe, à un essai donné, va dire j'ai vu ou va dire j'ai pas vu. Alors pourquoi s'arrêter au singe? Notre ami Andreas Nieder, qui aime bien le laboratoire, a adopté le paradigme chez le corvidé, chez le corbeau. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a énormément de recherches maintenant chez les corvidés. C'est assez extraordinaire d'ailleurs parce qu'on trouve des neurones extraordinairement similaires chez le corvidé et chez le singe, alors que l'anatomie est très très différente, mais la physiologie fonctionnelle peut être très similaire. Et donc je passe vite ici, c'est toujours le même genre de paradigme, il y a un stimulus qui va être présent ou absent, avec une intensité variable, un contraste variable. Le corbeau rapporte ce qu'il a vu. On parlera seulement la semaine prochaine des paradigmes de 100 rapports ici, et là il rapporte, et vous avez des décharges neuronales qui reflètent s'il a vu ou s'il n'a pas vu. C'est pas aussi joli honnêtement que dans le paradigme chez le singe macaque, mais ce que vous voyez ici c'est quand même intéressant. Les décharges initiales dépendent de l'intensité du stimulus, les décharges tardives dépendent de ce que l'animal va rapporter. J'ai vu ou j'ai pas vu. Donc toujours la même idée, j'ai mis ça sur cette diapo ici. Ici on est chez l'humain en MEG, travail de Jean-Rémy King. Les étapes initiales dépendent du contraste objectif, les étapes tardives dépendent de la visibilité subjective. C'est la même chose chez le corbeau, c'est la même chose dans le cortex préfrontal du singe macaque. Il y a vraiment une signature de la conscience dans cette divergence des trajectoires, cette divergence tardive qui est similaire dans différentes espèces. Alors pourquoi ne pas aller plus loin et pas aller chez la souris? Sachez qu'il y a maintenant des paradigmes d'embrasement cortical chez la souris, et notamment ce travail très joli de l'équipe de Yang Dan, aux États-Unis, qui, je vais en parler seulement très brièvement, mais arrive à suivre dans tout le cerveau l'ignition, l'embrasement causé par un stimulus dans les aires visuelles. Vous voyez, ici, elle stimule avec un laser, c'est une sorte de préparation où il n'y a plus de stimulus extérieur, mais on stimule avec un laser dans l'aire visuelle primaire par optogénétique, et on va suivre l'activation dans le reste du cerveau, soit par ultrasons, soit par imagerie calcique. Et là, je vous ai juste mis une slide sur les ultrasons, donc ne vous choquez pas de l'échelle de temps, c'est simplement la méthode de mesure ici. En réalité, avec l'imagerie calcique, on retrouve la dynamique, la même que celle qu'on a pu trouver auparavant. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'activité se propage, elle peut être identique dans le cortex visuel primaire, mais se propage ou pas dans les aires de plus haut niveau. Ici, c'est le cortex rétrospénial, et ici, c'est le cortex singulaire antérieur. Et puis vous avez aussi le thalamus
Et alors, je ne sais pas quel noyau du thalamus exactement, et je ne sais plus quelles sont ces initiales ici. L'important ici, vous voyez, le cortex cingulaire antérieur fait la différence entre un stimulus conscient et un stimulus non conscient. Ici, la conscience est manipulée par le fait que l'animal est éveillé ou qu'il soit en sommeil. Donc, toujours la même idée, l'activation sensorielle peut être présente, mais la vague d'activation meurt et on n'a pas cet embrasement si on n'est pas conscient du stimulus. Il y a beaucoup d'autres choses dans cet article, donc si vous êtes intéressé par la physiologie fine, on peut maintenant la faire chez la souris. Et je vais terminer avec un phénomène qui est identifié chez la souris, qui pourrait être un des mécanismes de cet embrasement au niveau cellulaire. D'abord, sur la gauche, vous avez le travail toujours de Peter Rufsema avec Victor Lameux. Ils ont vraiment fait un travail considérable depuis 30 ans pour montrer que lorsqu'un singe prend conscience d'une information, il y a cette amplification tardive, même dans le cortex visuel primaire, ici. Ici, vous avez un paradigme très joli où vous avez un champ récepteur petit d'un neurone de V1 qui voit des barres orientées. Et si c'est sur la figure déterminée par un carré, il y a une amplification ici de l'activation tardive. L'activation montante est la même, seule la partie tardive est amplifiée. Et ça disparaît si l'animal ne voit pas le carré, même un stimulus constant. Donc toujours cette idée que ça dépend de la perception subjective de l'animal. Et cette amplification tardive, le travail de Matthew Larcom montre un mécanisme neuronal possible. Il enregistre des neurones de la couche 5 du cortex et il montre que dans ces neurones de la couche 5 du cortex, il y a un phénomène hautement non linéaire qui se produit, qui ressemble à la non-linéarité qui est nécessaire pour l'embrasement conscient. Ici, vous avez une stimulation en orange dans les dendrites, qui est présentée dans la courbe orange ici, et on peut aussi stimuler le soma en bleu, d'accord, avec ce créneau ici. Et ce que vous voyez, c'est que la stimulation dendritique tout seul, dans les conditions de cette expérience, ne suffit pas à entraîner des décharges neuronales. La stimulation au niveau du soma peut entraîner une décharge, mais il y a un phénomène non linéaire qui fait que lorsque les deux surviennent ensemble, eh bien, il peut y avoir toute une série de décharges neuronales qui sont évoquées par la stimulation conjointe. Et il y aurait un potentiel calcique en retour, ici, qui permet l'amplification des décharges neuronales au niveau du soma. Donc Matthew Larcom et son équipe insistent beaucoup sur ce phénomène et on propose même que c'est un mécanisme fondamental pour la conscience et ils le voient presque comme une théorie alternative de la conscience, mais moi je le vois plutôt comme un mécanisme pour l'embrasement qui fait que lorsqu'il y a une conjonction d'entrées multiples vers le même neurone, eh bien, il va y avoir une non-linéarité, un embrasement. Et toujours la même équipe, mais un peu plus tôt, vous avez Matthew Larcom ici avec des collègues japonais, Manita, Murayama, publie un article très important dans Neurone, qui n'a pas été assez vu, à mon avis, 2015, qui met tous ces phénomènes ensemble et montre que la souris peut devenir, non pas aveugle, mais insensible au toucher lorsqu'on interfère avec ces mécanismes de rétropropagation d'activité. Je vais terminer avec cette diapositive, si vous voulez rester avec moi encore quelques minutes, mais vous allez voir que c'est toujours les mêmes idées. C'est incroyable à quel point il peut y avoir une convergence entre différents paradigmes, différentes espèces, différentes manières d'enregistrer l'activité neuronale. Donc ici, première observation, si vous enregistrez dans le cortex somatosensoriel S1 de la souris, ici, vous allez voir une activité biphasique, une première phase d'activité et une deuxième phase d'activité, assez tardive. Hein. Bon, chez la souris, tout se produit un peu plus vite, hein. Tout est plus petit. Mais vous voyez quand même qu'il faut plus de 100 millisecondes pour avoir ce deuxième pic d'activité. Dans la même région, somatosensoriel S1, on répond à un stimulus ponctuel. On touche, je crois que on touche la moustache de la souris. Ou c'est les pieds de la souris, je ne sais plus. Deuxièmement, il y a cette activité M2 ici qui est intermédiaire. La région M2 est très antérieure, proche du cortex cingulaire antérieur. C'est une activité motrice de haut niveau, mais c'est presque une région préfrontale chez la souris. Et il démontre qu'il y a des projections descendantes ici, en injectant un traceur, des projections descendantes de cette région M2, qui a cette activité intermédiaire, vers la région S1. D'accord. Troisième manipulation, ils interfèrent avec l'activité de M2 et ils enregistrent les réponses dans S1. Et ils montrent que la réponse initiale est exactement la même, mais la réponse tardive a disparu, lorsqu'on inhibe
l'activité de la région M2. Autrement dit, il y a une contribution descendante de cette région M2 vers la région S1 qui amplifie l'activité de cette région S1 et qui crée cette énorme amplification. On est vraiment dans une notion d'embrasement ici. D'accord ? Puis troisièmement, que fait la souris? Alors là, une dernière manipulation, ils interfèrent par optogénétique, ils arrivent à interférer sélectivement à certains moments avec l'activation descendante depuis ces neurones de M2 vers la région S1 ici. Et que fait la souris? Lorsque on n'interfère pas avec cette activité, qu'elle peut avoir ce deuxième pic massif d'embrasement ici, elle fait la différence entre un espace dans lequel il y a une texture au sol et un espace qui est lisse, et elle préfère la partie qui n'est pas lisse, elle n'aime pas la partie lisse, donc elle passe plus de temps, vous voyez ici simplement dans ces trajectoires ici, dans l'espace dans lequel il y a une texture qu'elle peut sentir avec ses pattes. On stimule par optogénétique, on annule juste les projections descendantes, parce que on a exprimé sélectivement dans les neurones venant de M2, et vous voyez, la souris cesse d'utiliser l'information somatosensorielle dans son comportement, alors qu'elle l'a encore, elle a encore toute cette activité dans S1. L'information est là, mais elle n'est plus utilisée pour la prise de décision de la souris, de passer plus de temps d'un côté ou de l'autre. C'est un petit peu comme du blind sight, du blind touch. La souris a l'information sensorielle, mais elle n'est pas capable de l'utiliser pour prendre sa décision de passer plus de temps d'un côté de la pièce ou de l'autre. Donc je trouve cette expérience extrêmement intéressante à plusieurs rapports. D'abord, vous voyez toutes les techniques qui sont disponibles, et c'était il y a 10 ans. Dès qu'on passe chez la souris, une infinité de techniques d'analyse permettent de regarder chaque type de neurone, leur activité en fonction du temps et d'interférer sélectivement avec certaines. Mais ensuite, ça va jusqu'au comportement, et là, la souris se comporte comme si elle n'avait plus l'information, alors qu'elle l'a encore, mais dans un module, dans le module S1, mais elle ne l'a pas au niveau global. Alors j'arrive à ma conclusion, pardonnez-moi pour ce cours un petit peu dense, mais ça vous donne une idée aussi de la densité des données chez différentes espèces sur cet embrasement conscient. Donc je crois qu'on peut confirmer que lorsque nous prenons conscience d'une information sensorielle, la prise de conscience correspond à une activation tardive qui implique plusieurs régions distribuées dans le cerveau, y compris le cortex préfrontal. Ça pourrait correspondre à une inférence bayésienne, le traitement a posteriori en fonction des données sensorielles et de nos connaissances préalables. La divergence est rapide, on peut mesurer sa vitesse, ça correspond à une transition de phase, mais elle n'est pas complètement tout ou rien, et peut-être moins tout ou rien qu'on ne le pensait au départ, parce qu'il y a quand même une activité non consciente résiduelle. Elle est bien capturée néanmoins par un modèle bimodal, et c'est le travail de Claire Sergent, et elle peut servir donc de signature de la conscience, même chez les organismes qui ne sont pas capables de verbaliser, donc chez le bébé, chez d'autres animaux, le singe, le corbeau, la souris, et ouvre totalement la possibilité d'étude de ces mécanismes neuronaux, y compris le traitement thalamo-cortical, ce qu'on a vu nettement dans les enregistrements neuronaux chez l'homme. Alors il y a encore un problème, et la semaine prochaine on en parlera longuement, c'est que est-ce qu'on est sûr d'isoler juste le traitement conscient? Dans la plupart de ce que je vous ai montré aujourd'hui, il y a plus que l'accès à la conscience. Il y a devoir rapporter, appuyer sur un bouton, tourner les yeux d'un côté, etc. Est-ce qu'on peut distiller l'accès à la conscience pour l'isoler et le rendre indépendant de cette nécessité de rapporter, de bouger les yeux, etc. Est-ce qu'on peut purifier les paradigmes encore plus? Ce sera le sujet de la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre attention.